Vous savez, il y a des grands prix qui restent dans les mémoires pour leur issue disputée ou improbable. Des courses où la bagarre fut intense jusqu'à la fin et où généralement on a vibré tour après tour. Puis, il y a l'opposé. Des grands prix outrageusement dominés par un pilote, et si la plupart de ces courses tombent dans l'oubli, certaines nous marquent. Vous souvenez-vous du Grand Prix d'Allemagne 2003, le jour où Montoya a atomisé tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau moment d'histoire. Dans l'histoire de la Formule 1 et du sport automobile, parmi les pilotes qui nous ont fait rêver, on peut généralement les regrouper en deux catégories, les sang-froid et les sang-chaud, ceux dont le pilotage n'est pas particulièrement spectaculaire, mais dont l'efficacité sur l'ensemble d'une course n'est pas approuvée, et ceux dont le style vous marque plus que d'autres. Dans la première catégorie, on peut citer les Alain Prost, les Lewis Hamilton ou les Niki Lauda, et dans la deuxième, les Ayrton Senna, Gilles Villeneuve ou Jean Alesi. Bon, je force le trait, il y a bien plus de deux catégories, c'est plus compliqué. Mais si je vous demandais de ranger Montoya, je pense que vous le mettrez dans la deuxième. Juan Pablo Montoya fait partie de ces pilotes qui ont très vite marqué les esprits. Le natif de Bogota a connu une ascension très internationale et très rapide, grimpant les échelons du kart et des petites formules entre Colombie, États-Unis et l'Europe à partir de 95. Formula Vauxhall, F3 puis F3000 à partir de 97 dans l'écurie d'un certain Helmut Marko. Ce qui caractérise Montoya, c'est sa vitesse naturelle, sa hargne, mais aussi son caractère bien trempé. Il se brouillera d'ailleurs très vite avec Helmut Marko. Surprenant, non? En piste, le Colombien se fait sa place et remporte le Grand Prix de Pau 2 années de suite, 97 et 98, sans oublier le titre. Déjà dans le giron Williams, les portes de la Formule 1 ne s'ouvrent pas. Jugé encore trop vert, il est renvoyé en Amérique où il prend part au kart, le Champ Car de l'époque. Vous savez, dans l'ascension d'un pilote, il n'est pas rare qu'il bute sur certaines catégories, spécialement quand cette dernière sort de la lignée directe de la Formule 1. Ce n'est pas le cas de Montoya qui s'acclimate très vite et très bien. Il connaît la culture américaine et avec le Chip Ganassi, il remporte 7 victoires et prend le titre de champion à égalité avec Dario Franchitti. Franchitti qui deviendra l'un des pilotes les plus titrés de la discipline. Mais toujours pas suffisant pour Frank Williams, ni pour le reste de la Formule 1. La vitesse il l'a, ok ça on l'a vu, mais il faudrait arrondir un petit peu les angles. Montoya reste une saison supplémentaire aux États-Unis, mais ne peut prendre un deuxième titre à cause des nombreux soucis de fiabilité. Mais en mai, il rejoint les rangs de l'IndyCar, encore sous le nom IRL, pour disputer les 500 miles d'Indianapolis. Et c'est là qu'il finit de convaincre les plus sceptiques. Un ton au-dessus, le Colombien boucle les 200 tours de course et remporte l'une des épreuves les plus prestigieuses du sport automobile. Du coup, direction la F1 en 2001 avec l'écurie de Frank Williams. Juan Pablo fait partie d'une génération dorée. Il débarque un an après Jenson Button et son vieux rival de la F3000, Nick Heidfeld, un an avant Mark Webber et Felipe Massa, et en même temps que Fernando Alonso et Kimi Räikkönen, et Enrique Bernoldi. Tout ce monde, c'est un total de 1817 Grands Prix, 385 podiums, 95 victoires et 4 titres de champion du monde. M'en voulez pas, j'ai pas compté Bernoldi. Bref, une brochette de pilotes qui vont marquer l'histoire de la Formule 1, et le premier Grand Prix de Montoya dans l'élite est assez délicat. En fait, sur les 2 premiers Grands Prix de sa carrière, il souffre d'un manque d'expérience, mais dès le 3e, au Brésil, Montoya frappe fort. À la relance de la safety car, Juan Pablo Montoya porte une attaque sur Michael Schumacher. À la fin du 2e tour, Schumacher, Montoya qui attaque, Montoya attaque Schumacher, et il passe à la corde. Oh là 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 là, magnifique! Un dépassement très osé, sans complexe, qui étonne bien du monde. Puis ça ne s'arrête pas là, puisqu'il mène la course de manière assez confortable, avant que Jos Verstappen ne le percute et mette fin à ses espoirs de première victoire. Triste fin, mais l'audace du Colombien fait plaisir, surtout face à Michael Schumacher, connu pour ses manœuvres limites. Malheureusement, il faudra attendre un peu pour voir Montoya jouer les tout premiers rôles. Jean-Paul commet des erreurs de jeunesse et souffre face à son équipier Ralf Schumacher qui remporte 3 victoires. Puis, en deuxième partie de saison, les Williams BMW s'affirment comme les meilleures voitures pour concurrencer les Ferrari.
La fiabilité gâche beaucoup d'occasions, mais Juan Pablo fait parler de la poudre. Se mesurant une nouvelle fois sans complexe à Michael Schumacher en Autriche, cette manœuvre est cette fois-ci moins précise. Mais l'envie y est. Le droite qu'il faut impérativement lécher, peaufiner, en sortir avec les meilleurs rapports. Là, ça sera septième au bout de la ligne droite, à près de 300. En vitesse pure, il matche son voisin de garage et prend sa toute première pole position en Allemagne, sur l'ancien Hockenheim. Une nouvelle fois leader, il doit renoncer sur souci moteur. Rebelote en Belgique, nouvelle pole, mais nouveau souci au départ. Relégué en fond de grille, Montoya se faufile dans le paquet avant de devoir renoncer. Mais en Italie, à Monza, Juan Pablo concrétise. Après une nouvelle pole position, il maîtrise le Grand Prix et remporte sa toute première victoire. Au terme de sa première saison en Formule 1, il apparaît comme le meilleur espoir pour challenger Michael Schumacher. Sa popularité est grande, et si elle s'explique en grande partie grâce à ses manœuvres et ses performances en piste, il faut aussi regarder en dehors. Montoya ne ressemble pas à un pilote de Formule 1, que ce soit dans l'attitude ou dans le physique. Plus randouillard que ses adversaires, plus affûté, et bien plus sulfureux que ces derniers. Il n'agit pas selon les codes de cette catégorie décidément bien fermés, non. Il ne pratique pas la langue de bois et n'est pas politiquement correct. En soi, dans l'attitude, c'est l'anti-Schumacher. Malheureusement, en 2002, les Ferrari sont clairement au-dessus. Intouchables, Montoya et Williams s'affirment comme les meilleurs des autres. Auteur d'une campagne bien plus solide, il n'en perd pas son sens de l'attaque. En témoigne sa bataille face à Kimi Räikkönen à Hockenheim. De plus, le Colombien prend progressivement le pas sur Ralf Schumacher et fait preuve d'une belle régularité. Les bourdes sont rares et les podiums sont nombreux, tout comme le nombre de pole positions. 7. 7, tout comme son nombre de podiums. Il termine 3e du championnat, meilleur des autres, et il espère avoir sa chance en 2003. Pour la première et seule fois de sa carrière en Formule 1, Montoya va être un prétendant à la couronne, même si au début, ce n'est pas nécessairement évident. Bon, l'Australie est une course particulière et rafraîchissante car les Ferrari se prennent les pieds dans le tapis. Juan Pablo Montoya, dans le coup tout le week-end, mène en fin d'épreuve devant Coulthard, mais commet une erreur au premier virage. Il termine 2e entre les deux McLaren. Une belle entame de championnat, mais la suite immédiate va être plus compliquée. En Malaisie, il n'est pas dans le coup. Au Brésil, il part à la faute sous les trompes d'eau. À Imola, la stratégie Williams n'est pas au top et il ne se contente que de la 7e place. Bon, en Espagne, c'est un petit peu mieux et il termine au pied du podium avant de se retrouver en Autriche. Sur la Heinzring, Montoya part 3e et double Räikkönen au départ pour se glisser dans le sillage de Schumacher. Pour une fois, la stratégie Williams est bonne et il profite également des déboires du baron rouge au stand pour prendre les commandes. Malheureusement, quelques kilomètres plus loin, son moteur BMW explose. Fin des espoirs et encore des points perdus. Bon, après l'Autriche, difficile de croire que Montoya est un candidat au titre. Räikkönen est en tête avec 40 points contre 38 pour Schumacher. Juan Pablo est 7e avec seulement 15 points, derrière son équipier et ses 20 unités. Non, clairement à ce moment-là, la révélation de la saison c'est Kimi Räikkönen, déjà vainqueur lors du Grand Prix de Malaisie. Mais 2003 est une saison particulièrement riche. Après le Grand Prix d'Autriche, c'est Monaco et dans les rues de la Principauté, les Williams BMW répondent présents même si Ralf est un temps au-dessus. L'Allemand prend la pole position devant Räikkönen et Montoya. Ça va être difficile pour le Colombien, mais à l'image d'Ayrton Senna 10 ans plus tôt, il va se montrer opportuniste. Il avale la McLaren au départ et met la pression à son équipier. Juan Pablo semble plus rapide, mais il ne peut doubler. Oui mais voilà, cette fois-ci, c'est le moteur de Ralf qui lâche et Montoya hérite des commandes. Après les 500 miles d'Indianapolis en 2000, Montoya remporte un autre monument du sport automobile avec le Grand Prix de Monaco. Sa 2e victoire en carrière et il lance enfin concrètement sa saison. Au Canada, la victoire est possible mais la stratégie n'est pas bonne. Michael Schumacher l'emporte devant les voitures de Grove. Montoya est 3e. Direction le Nürburgring et il faut croire que Ralf est en pleine bourre puisqu'il s'impose à domicile devant Juan Pablo. En soi, inutile de donner des consignes d'équipe puisque les deux pilotes ne sont séparés que de 2 points. 4 au terme de ce Grand Prix d'Europe. Puis vient la France, Grand Prix qui va particulièrement irriter Montoya. Ferrari et Schumacher ne sont pas dominants comme en 2002, et Williams est dans une excellente période. En effet, en 2003, il y a encore 2 manufacturiers de pneus sur la grille, Bridgestone et Michelin.
Bridgestone équipe Minardi, Jordan, Barr, Sauber, mais surtout Ferrari avec qui le développement des gommes est très étroit, voire exclusif. McLaren, Renault, Toyota, Jaguar et Williams sont donc équipés des gommes françaises. Le développement est plus justement réparti et le point fort du manufacturier clermontois est sa performance sous forte chaleur. Donc l'été est la meilleure période des Michelin, ce qui explique les très bonnes performances des Williams à cette époque, et en France, elles dominent. Première et deuxième en qualification, durant chaque tour de la course et à l'arrivée. Ralph devant Montoya. Oui, mais voilà, en interne, ça a chauffé. Le Colombien n'a pas apprécié la gestion stratégique de la course par son équipe et s'est vivement expliqué à la radio. Bref, Montoya est déterminé et mine de rien, il est revenu dans le match, 17 points de retard sur Schumacher. Bon, ce n'est pas rien, mais c'est une belle remontée. Surtout que la dynamique est de leur côté. À Silverstone, la course est particulièrement disputée et animée, et le manifestant faisant irruption sur la piste n'y est pas étranger. Il m'a semblé qu'il a un petit peu perdu. Oh là 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 là. Un spectateur en plein milieu du circuit. Un fou, un dingue, regardez ça. Dans tout ce bordel, Barrichello, Montoya et Raikkonen tirent leur épingle du jeu, quand Michael Schumacher ne termine que 4ème. Ralph, lui, n'est que 9ème. Ça devient très intéressant. Avec son 5e podium d'affilée, il est maintenant 3ème du championnat devant son voisin de garage et compte 14 points de retard sur Michael Schumacher. Tout peut encore se passer et c'est dans ce contexte qu'on arrive au Grand Prix d'Allemagne. « 5 podiums d'affilée, c'est très bien, mais Juan Pablo voudrait s'imposer. En dessous de Ralf Schumacher sur 4 des 5 courses, la comparaison fait mal, mais à force de revenir dans le match, on se met à rêver du titre mondial. À Hockenheim, Juan Pablo a toujours été au rendez-vous. C'est une piste qui met bien en avant les qualités de son moteur BMW, et avec ses fortes chaleurs, c'est très bien pour les pneus Michelin. Depuis 2002, Hockenheim s'est transformé. Adieu les longues lignes droites entrecoupées de chicanes à travers la forêt, et bonjour un circuit bien plus traditionnel. Une transformation signée Hermann Tilke, mais qui est tout de même appréciée des pilotes, car ce circuit offre plusieurs possibilités de dépassement avec sa piste large et ses trajectoires multiples. Et puis pour finir, la portion intacte du stadium, bien plus old school, étroite et qui demande de la précision. Bon, on attendait les Williams BMW aux avant-postes et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Williams BMW sont aux avant-postes. Cette mi-saison 2003 est décidément marquée par la bonne forme des voitures de Grove et la qualification est dominée par ces dernières. En 2003, c'était une qualification en un tour, répartie entre 2 séances. La première le vendredi où les pilotes s'élançaient dans l'ordre du championnat et la deuxième le samedi dans l'ordre inversé de la Q1. Comme ça, en théorie, partant sec, les meilleurs de la Q1 avaient les meilleures conditions le samedi après-midi. Après, s'il pleuvait, il fallait pas tomber quand il pleuvait. Bref, le vendredi, Ralf Schumacher fait parler la poudre et colle plus de 2 dixièmes à son équipier en 2ème place. 3ème, c'est Jarno Trulli avec sa Renault, relégué à plus d'une demi-seconde. Clairement, ce sera une affaire Williams-BMW et le lendemain, Ralph et Juan Pablo remettent ça. Le Colombien donne absolument tout et compte bien reprendre l'ascendant sur son équipier. À l'attaque, Montoya prend la pole position provisoire devant Barrichello en 1 minute 15 secondes et 167 millièmes. Puis déboule Ralf Schumacher. 1:15.185. Pour 18 millièmes, Montoya prend la pole position. Sa première de la saison. Une bonne chose. Bonjour à tous, bienvenue en direct sur TF1 pour suivre cette épreuve qui s'annonce chaude. On l'a vu dans F1 à la une, Jacques, ça sera terrible avec une température qui ne cesse de monter. 34 degrés maintenant, 48 au sol. Le dimanche, Montoya joue gros. Si Barrichello est 3ème, Michael Schumacher n'est que 6ème derrière Trulli et Raikkonen. Panis, Alonso, D'Amata et Coulthard complètent le top 10. 67 tours de prévus sous une forte chaleur. 35 degrés dans l'air, 47 en piste. Les feux s'éteignent et dès le départ, le Grand Prix d'Allemagne prend une toute autre tournure car Ralf Schumacher, Rubens Barrichello et Kimi Raikkonen s'accrochent. 3 prétendants à la couronne au tas dès les premiers mètres de course et la safety car entre en piste. Une incompréhension aux lourdes conséquences, mais ces dernières sont favorables à Montoya.
Bon, dans ce premier tour, Firman et Frentzen sont également mis hors course. Après 3 tours de neutralisation, la voiture de sécurité s'efface et Montoya mène devant Trulli, Alonso, Schumacher, Weber et Coulthard. Et très vite, en quelques virages, le Colombien se met à l'abri. De base, avant le départ, le Grand Prix semblait promis aux Williams, mais maintenant que Ralph n'est plus là, il semble promis à Montoya. Au fil des tours, Juan Pablo creuse l'écart. 2 secondes 3 au tour 6, 3 secondes au tour 10. Et encore, on est dans une phase d'un petit peu de gestion et les Renault s'accrochent. Le truc, c'est que quand tu veux raconter un Grand Prix qui a été outrageusement dominé, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de suspense pour la victoire. Du coup, on va laisser tranquillement Montoya éteindre la concurrence et nous, on va justement regarder la concurrence. Et David Coulthard qui tente à l'épingle, le freinage à l'extérieur sur la Jaguar, il résiste. Mark Webber, il résiste. Rapidement, Coulthard se défait d'un Mark Webber encore une fois bien placé avec sa Jaguar. L'Écossais remonte au 5e rang. Puis, les regards se tournent vers la bataille Schumacher-Alonso. Avec le Colombien, Michael est le dernier prétendant à la couronne encore en course. Chez Ferrari, on sait qu'on n'a pas la meilleure voiture, mais le muret des stands est toujours efficace. Alors, il faut s'en méfier, mais pour le moment, le héros local est en difficulté. Derrière, Mark Webber n'a pu tenir le rythme de Coulthard et se retrouve aux prises avec les Toyota, tandis que Montoya pulvérise les records tour après tour. Au 13e passage, Trulli passe par les stands. Il est le premier des hommes de tête à s'arrêter. 5 tours après l'Italien, Montoya passe à son tour à la pompe, imité par Schumacher. L'arrêt se passe bien et il ressort loin devant Trulli. Un tour plus tard, c'est Alonso qui rentre, rendant ainsi les commandes à la Williams. Fernando ressort entre son équipier et Schumacher. Pas de changement en tête et statu quo pendant plusieurs tours, et ce ne sont pas les retardataires qui perturbent le Colombien. 31e tour, Fernando Alonso se rate à l'entrée du stadium et Michael Schumacher en profite. La Ferrari grimpe au 3e rang. C'est pas montré cette image, on va la revoir peut-être ici. Alors regardez, c'est juste après, c'est maintenant qu'il va se passer. Et ben voilà pourquoi. Voilà, on l'avait pas vu. Serein aux commandes de la course, la Williams observe son 2e arrêt et conserve la tête devant ses 2 lointains poursuivants. 5 tours plus tard, Trulli et Schumacher font de même. Bon, en soi, c'est typiquement un Grand Prix des années 2000, avec un fort accent stratégique. En piste, difficile de s'attaquer, surtout que la Ferrari de Schumacher n'a pas vraiment les armes pour se battre face à la Renault de Trulli. Du moins, pour l'instant. Notons qu'Alonso a cédé face à Coulthard, et la McLaren rescapée remonte sur la Ferrari. Loin, très loin devant, Montoya déroule toujours et compte 55 secondes d'avance sur Schumacher. Rien que ça. À 16 tours du but, le Colombien observe son 3e et dernier arrêt. C'est alors que les choses deviennent intéressantes. Le trio Trulli-Schumacher-Coulthard s'est regroupé dans ces dernières parties de course et il y a de gros points en jeu. Si l'Écossais maintient une pression constante sur la Ferrari, l'Allemand fait l'élastique sur la Renault. En souffrance avec l'air sale et la chaleur. Le quintuple champion du monde est dans une situation délicate, mais au 59e tour, il passe à l'attaque à l'épingle. Et regardez Michael Schumacher qui va tenter le dépassement à l'extérieur sur Jarno Trulli. Le freinage du quintuple champion du monde. Constatez que les limites de piste étaient moins scrutées à l'époque. En fait, Trulli a des ennuis mécaniques et perd du rythme. Il est maintenant aux prises avec Coulthard. Schumacher s'est échappé et dans cette situation, il ne perdrait que 2 points sur Montoya. Au tour suivant, c'est Coulthard qui attaque la Renault au même endroit, mais l'Italien vend chèrement sa peau avant de finalement céder. C'est Coulthard maintenant qui va tenter de prendre l'avantage. Au même endroit. Il doit avoir un problème, Trulli à cet endroit. Regardez le geste d'énervement de Coulthard, d'agacement qui s'est fait tasser assez copieusement. Eh oui, mais enfin attendez. Il défend sa position et là encore, il est au ralenti. Il a un problème. Et Coulthard qui passe finalement. Le podium s'envole pour Jarno, mais c'est sans compter sur l'ultime péripétie du Grand Prix. À 4 tours du but, Michael Schumacher est au ralenti, victime d'une crevaison. Aveu de faiblesse pour Bridgestone. Dommage pour l'Allemand qui avait bien sauvé les meubles, mais c'est une aubaine pour Montoya et pour Williams. Ce jour-là, le Colombien était intouchable et réalise certainement sa plus belle prestation en Formule 1, en s'imposant par plus d'1 minute d'avance sur son dauphin. Sa 3e victoire en carrière, une masterclass. 65 secondes plus tard, David Coulthard prend son premier podium depuis l'Australie. Trulli sauve de justesse sa 3e place devant son équipier. Suivent Panis, D'Amata, Schumacher et Button. 10-2 pour Montoya et Williams. Il revient à 6 points du Baron Rouge au championnat. Juan, it looked like a perfect day for you. Yeah, I think it went really well. All weekend went really well. You know, from Friday. You know, Ralph was ahead of me on Friday, but we made a different tire choice, and he seemed to pay for the rest of the weekend. You know, we got a lot more work done yesterday, and today just got fantastic all day. Got a great start, and just went from there. You know, I don't know what happened to Ralph in the start. I don't know if he touched with somebody, but
You know, from then I just push, and I was amazed I couldn't pull away in the first few laps. But then, you know, I kept doing the same pace and they seemed to drop away. So I managed to, you know, get a bit more out of the car and make a fair gap. Alors, comment ne pas penser au titre? Malheureusement, après l'Allemagne, c'était la pause estivale et durant ces 3 semaines de pause, Ferrari a beaucoup travaillé. Bon, en Hongrie, ça ne se voit pas nécessairement et c'est la nouvelle génération qui prend le pouvoir. Victoire d'Alonso et de Renault, la première dans la carrière de l'Espagnol devant Raikkonen et Montoya. Schumacher n'est que 8ème et voit le Colombien revenir à 1 point, Raikkonen à 2. Il ne reste que 3 Grands Prix et Ferrari va renverser la situation. À Monza, pour la dernière épreuve européenne, Schumacher arrache la pole à Montoya et va tenir le Colombien derrière pour ce qui sera le Grand Prix le plus rapide de l'histoire. L'écart passe à 3 points au moment d'arriver à Indianapolis. Après 2 saisons outrageusement dominées par Ferrari et par Schumacher, on se retrouve avec 3 prétendants au titre à l'avant-dernier Grand Prix de la saison. Voilà pourquoi 2003 est un bon souvenir pour beaucoup, mais malheureusement pour le clan Montoya, c'est sur le circuit où il a bâti une partie de sa légende que le Colombien s'effondre. 4ème en qualification, son début de course est bon malgré les gouttes de pluie. Ces conditions fraîches sont parfaites pour Ferrari et Bridgestone, mais Juan Pablo est en feu et donne une leçon de courage à son rival. Malheureusement, une mauvaise stratégie le perdra. Montoya ne termine que 6ème quand Schumacher s'impose devant Raikkonen. Ses rêves de titre sont anéantis. Cruel. Finalement, Michael Schumacher prendra sa 6ème couronne à Suzuka par 2 points devant Raikkonen. 2003, c'était l'année ou jamais pour Juan Pablo. Son début de saison est regrettable car il a laissé échapper beaucoup de points. Durant la mi-saison, il souffrait face à son équipier mais il est parvenu à inverser la tendance avec sa masterclass allemande. Pour Montoya comme pour Williams, 2003 était l'année ou jamais car en 2004, le pari technique de l'écurie n'a pas fonctionné. De plus, Schumacher et Ferrari ont dominé outrageusement. Cela dit, ça c'est bien fini pour le Colombien qui s'est imposé au Brésil pour sa dernière sortie avec Williams. Direction McLaren en 2005, et c'est vraiment à partir de là que son caractère posera problème. Raikkonen est un ton au-dessus du Colombien et l'environnement de Woking est différent. L'anticonformisme de Montoya sera contre-productif et bien qu'il remporte 3 victoires en 2005, ces dernières en Formule 1, ses relations avec son équipe atteindront un point de non-retour. Et au cœur de la saison 2006, le Colombien sera remercié. 5 ans et demi seulement après son arrivée. Un passage éclair, mais vraiment marquant de la part de ce pilote terriblement rapide en piste, impressionné par personne et ne jouant pas le jeu de la Formule 1. Un pilote à l'ancienne, finalement, qui sera regretté par beaucoup. Auteur de l'une des prestations les plus folles des années 2000. J'espère que ce moment d'histoire vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. Sur le côté gauche de l'écran, les noms de ceux qui ont décidé de rejoindre la chaîne. Merci beaucoup. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. À la prochaine. Des bisous.